Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal parlé du mercredi 14 mai 2025. Voici les titres. Carnet noir au sein de la presse béninoise. Il s'agit du décès de Richard Komi Dafia, ancien chef antenne de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC à Parakou, puis à Natitengu, survenu hier mardi 13 mai 2025 à l'âge de 49 ans. Les autres détails sont à suivre dans quelques instants. Autre titre, nous parlons culture. 133 ans après avoir été emporté comme butin de guerre, le Cataclé appartient désormais au Bénin. Le 27e trésor royal a été remis officiellement hier aux autorités béninoises. Restez des nôtres pour en savoir davantage. Et dans un autre titre, nous parlons de la période de forte chaleur que traverse la population de Malanville depuis un bon moment. Comment les habitants arrivent-ils à subsister à cette chaleur? Élément de réponse tout de suite. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse et puis la chronique du jour. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Deuil pour commencer. Le monde des médias béninois pleure la disparition d'une figure marquante, professionnel reconnu, homme de rigueur et de conviction. Richard Komi Dafia a profondément marqué le paysage médiatique, notamment dans le nord du Bénin. Il a rendu l'âme hier mardi 13 mai 2025 à l'âge de 49 ans. Son nom évoque pour beaucoup un partenaire attentif, un guide discret mais toujours disponible pour accompagner les journalistes dans l'exercice de leur métier. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages affluent. Collègues journalistes, responsables d'organes de presse et simples citoyens saluent la mémoire d'un homme dévoué, fidèle à ses engagements et profondément attaché à la mission qui était la sienne, défendre une presse libre, responsable et ancrée dans les réalités régionales. Ainsi, le personnel de Sota FM s'incline avec un respect devant la mémoire de Richard Komi Dafia et adresse ses condoléances émues à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la communauté médiatique béninoise. Culture à présent, je l'avais annoncé il y a quelques instants, le Bénin vient de récupérer son Cataclé, la 27e pièce du trésor royal d'Abomey, butin de guerre de la troupe du général Dodds, vient de retrouver le sol de ses aïeux après plus de 133 ans. Localisé au musée national de Finlande grâce à un travail de traçabilité adossée au mécanisme de coopération internationale entre des institutions muséales, le Cataclé a été officiellement restitué au Bénin par la République de Finlande à l'issue d'une cérémonie forte simple organisée ce mardi 13 mai 2025 au Palais de la Marina à Cotonou. Étaient présents plusieurs membres du gouvernement, des cadres techniques des différents ministères, des acteurs de la culture et des arts, notamment du patrimoine, la ministre finlandaise des Sciences et de la Culture, Madame Marie-Léna Talviti, et le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Dans son allocution, le ministre en charge de la Culture a reprécisé la vision du gouvernement béninois. Jean-Michel Abimbola, qu'on écoute. Le Bénin, ce jour, se réjouit du retour du Cataclé à la source. On a l'habitude de dire que le Bénin est un petit pays, mais très puissant, très fort. Admirez le Cataclé. Il a l'air petit, mais que de symboles, que de force, que de puissance, que de rayonnement à l'international. Je voudrais également remercier les conservateurs finlandais pour avoir su conserver, entretenir ce bien culturel immense et nous rendre ce Cataclé dans sa splendeur, bien entretenu, avec l'ensemble des protocoles de réacclimatation ici dans notre pays, le Bénin. Le Cataclé renvoie au symbole de l'équilibre, de la stabilité, mais aussi de la force et de l'unité.
À travers la signature de l'accord de restitution, nous voudrions affirmer la solidité de notre engagement commun à encourager le retour, la circulation et l'accès au patrimoine culturel des peuples. Nous marquons notre unité à défendre ensemble la sauvegarde et la révélation du patrimoine culturel matériel et immatériel. Maintenant, c'est l'épilogue et nous avons le regard tourné vers d'autres chantiers de restitution, de retour et de circulation. Mais nous avons surtout d'autres chantiers désormais de coopération culturelle et au-delà avec notre partenaire, la Finlande. La politique culturelle en cours de déploiement au Bénin depuis 2016 mérite le soutien de tous ceux qui ont une part du patrimoine culturel emblématique du pays entre leurs mains. La ministre finlandaise s'est également réjouie de l'aboutissement du processus qui témoigne de la coopération active entre le Bénin et la Finlande. Écoutons Marie-Léna Talviti. Au nom de la République de Finlande, j'ai le bonheur de participer à cette cérémonie de restitution du Katakle. Le retour de cette œuvre est une reconnaissance de la valeur historique que cela revêt pour le Bénin. Et la restitution du Katakle témoigne de la coopération excellente qui existe entre les deux pays. Le Katakle est arrivé en Finlande à travers un système d'échange de collections avec la France. Et c'était en 1939. L'histoire de Katakle pendant des décennies était inconnue. Et c'est grâce à des recherches que nous avons finalement pu confirmer que le Katakle avait été pris à Abomey lors de la campagne militaire française. Je suis particulièrement heureuse que ce tabouret, que ce siège royal ait été conservé dans de très bonnes conditions. La restitution du Katakle répond également aux principes de l'UNESCO et d'autres conventions internationales. À son tour, le ministre des Affaires étrangères béninois, Olusegun Adjadi Bakari, a ajouté que le retour de ce trésor symbolise les valeurs que le Bénin et la Finlande partagent. On l'écoute. Que dire après le passage de mes collègues en charge de la culture, à part dire merci. Merci à la Finlande. Ce moment est un moment symbolique pour la relation entre la Finlande et le Bénin. La culture ouvre des portes, établit des liens, crée des ponts. Et aujourd'hui, à partir de ce pont bâti autour de notre histoire commune, nous allons essayer de construire plus dans la relation avec la Finlande. Le Bénin et la Finlande partagent les mêmes valeurs. Nous avons des tailles qui sont similaires, mais surtout, nous avons un attachement profond à un multilatéralisme. Nous avons un attachement profond au respect des lois internationales et nous souhaitons construire un monde qui soit un monde de paix, d'équilibre. Le retour de ces Katakle vient symboliser une fois de plus ce que nous partageons et ce que nous avons envie de construire ensemble. Je l'avais annoncé il y a quelques minutes et vous l'aurez sans doute remarqué, depuis plus d'un mois déjà, la chaleur bat son plein dans la partie septentrionale du pays. Ici à Malanville, selon quelques citoyens rencontrés par une équipe de la rédaction de Sauta FM, fraîcheur comme chaleur, tout est à l'extrême. Pour plus de précision, je vous invite à suivre la réaction de ces citoyens à notre micro. Moi, c'est Ali Moussa Abdel Moïse. Ces temps-ci, la chaleur là est trop, parce que tu regardes même la température, même là, c'est trop élevé. Souvent, tu te laves même avant de sortir de la maison, tu commences même pas à transpirer. Abdoulaye Abdraman, la chaleur à Malanville est intense. Selon, c'est défavorable pour le moment. Ce qui est là, la chaleur, ça nous dérange trop, parce que la température est forte. Même les enfants tombent malades. Comme nous, les personnes âgées là, bon, on prend beaucoup d'eau là, ça facilite un peu. Je réponds au nom de Kiara Koridji. La chaleur, c'est pas facile à vivre. Je dirais même que c'est le pire des climats. Pas du tout facile à vivre. Franchement, il fait trop chaud et c'est un peu difficile. On ne dort pas bien en journée. On transpire beaucoup. Il y a le soleil. Pas du tout facile à vivre. C'est un phénomène naturel, on n'y peut rien. À Malanville, nous sommes proches du Sahel. Je pense que c'est ce qui fait que le soleil et la chaleur sont plus ou moins intenses. On m'appelle Abdraman Idihama, d'Idunga la star depuis Malanville. Bon, j'ai ça quand même. Bon, il faut prendre beaucoup de l'eau. Ça aussi, ça va t'aider. Dans la journée, là, il faut tout faire, même si tu ne peux pas boire 5 litres là. Au moins de boire au moins 3, 4, 5 litres là, c'est bon.
Profitant de l'occasion, ces citoyens nous parlent des dispositions qu'ils mettent en place et laissent également un message à l'endroit de la SB2E, extrait de leurs propos. On arrive à souvent porter les habits légers pour pas porter les bassins ou bien les trucs lourds là. Donc les trucs qui seront légers quoi. Souvent on a les hangars et on arrose pour que la terre soit un peu humide, pour que la chaleur là soit un peu abordable quoi. Parce que souvent même le vent qui souffle aussi, c'est souvent chaud. On va sur les arbres là et se reposer un peu. On a que les ventilos qui brassent encore du chaud. Impossible de dormir dans la chambre. Les soirs, on est obligé de dormir dehors pour éviter un peu la chaleur à l'intérieur. L'endroit de la SBE, qu'il diminue un peu les coupures d'électricité parce qu'au moins, quand il y a l'électricité, on a la possibilité d'allumer les ventilos et autres, vous voyez. Mais quand il n'y a pas l'électricité, tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter un groupe électrogène. Tout le monde n'est pas de la même classe. Bon, les dispositions là, il y a les hangars, les limes aussi, les gens sont là, on arrose, on s'assoit, cause c'est ça. Si tu as quelque chose à faire, tu sors dans la journée pour aller. La chaleur, c'est forcé, tu dois sortir dedans pour chercher ce que tu vas manger dedans. D'une information à une autre, la sortie de bêtes au Niger vers les autres pays limitrophes est interdite par les autorités nigériennes. C'est à travers une note du ministère du Commerce du Niger. Quel impact cela pourrait engendrer aux pays limitrophes? Suivez ce reportage réalisé par la rédaction Sota FM sur le marché à bétail de Malanville. À quoi ressemblent nos marchés à bétail sur place ici à Malanville? Suite à la note des autorités nigériennes interdisant la sortie de leurs bêtes vers les pays limitrophes alors que nous sommes à quelques semaines de la fête de Tabaski. C'est un secret de polichinelle que Malanville est la porte d'entrée de ces bêtes depuis le Niger. Gombi Sinon est le secrétaire du comité de gestion du marché à bétail de Malanville. Il y a déjà un mois que nous, quand on allait acheter les bêtes du côté de Gaïa, on nous interdit de traverser avec les animaux. On a négocié par toutes les méthodes, on est passé par plusieurs autorités, mais c'est resté vain. Ce n'est que le jeudi 8 mai passé qu'on a vu une note officielle signée du ministre du Commerce du Niger qui a fait cette interdiction en fait. Dans le marché international de Malanville, plusieurs types d'animaux sont disponibles. Gombi Sinon. Nous avons les Sahéliens, les animaux du Sahel, certains que les gens appelaient avant Harahara en langue. Nous avons des types d'animaux hybrides qui ne sont pas des Djalonké mais qui ne sont pas des Harahara. C'est comme un métissage entre le Harahara et le Djalonké. Ça donne des hybrides. On a les Wouda. Maintenant, on a ce qu'on appelle Bali, on a ce qu'on appelle les Balami, on a ce qu'on appelle les Soudanais, vous voyez là-bas. On a des Soudanais dans le marché. Donc, tout type de moutons. Je ne vois pas ce qu'il n'y a pas. On a des chèvres, les chèvres rousses de Maradi sont dans le marché. Il y a des chèvres, regardez là-bas une chèvre, vous voyez, sa taille, ça dépasse maintenant plusieurs moutons ici en taille et en gabarit. Donc, c'est pourquoi je dis, nous vendons tout type de ruminants dans ce marché. Quel impact l'interdiction des sorties des bêtes du Niger vers les autres pays peut engendrer sur la communauté à quelques semaines de la fête de Tabaski? Le secrétaire du comité de gestion du marché à bétail, Gombi Sinon, donne quelques explications. Anciennement, disons par le passé, effectivement, les 80% des animaux que nous avons ici, ça quittait le Niger pratiquement et les autres pays de l'Interland. Aujourd'hui, cette interdiction, si on veut voir réellement, bon, moi je ne pense pas que cela aurait un grand impact sur l'approvisionnement en animaux au niveau du Bénin. Ce n'est plus le Niger seul qui est le grand approvisionneur du Bénin, quoi, en termes de ruminants. Il y a le grand Nigeria qui est là. Il y a le Burkina, mais aujourd'hui parlons du grand Nigeria. Le nombre d'animaux pendant nos marchés locaux là, quand tu vois la quantité de ruminants qui vient du Nigeria dans nos marchés, c'est tellement grand. Et à un moment donné, ils concurrençaient pratiquement le Niger. Et je peux même dire qu'ils ont pris, il y a un an, ils ont pris le monopole sur le Niger. Si on interdit que ça vienne vers ici, mais on a constaté dans la pratique ça va au Nigeria. Bon, si ça va au Nigeria et que ça continue pour venir, ce n'est que la distance qui a augmenté. C'est tout. Cela pourrait avoir une seule incidence, c'est que le coût des ruminants peut augmenter un peu parce que la distance parcourue pour qu'ils arrivent au Bénin a un peu augmenté à cause du contournement. Profitant de l'occasion, il laisse un message à l'endroit de la communauté ainsi qu'aux
autorités de la commune de Malanville. Le message que moi j'ai à l'endroit de la communauté de Malanville et même du Bénin, c'est que notre marché, c'est notre marché. C'est quand même aussi un pôle de mobilisation des ressources vers la mairie par rapport au développement local. Donc moi, je demande à la population de venir dans ce marché. Il y a tout type d'animaux dans le marché. Pourquoi ne pas venir s'approvisionner dans le marché? Et si on vend beaucoup de ruminants, il y aura aussi beaucoup de reçus à la mairie, beaucoup de TDL et puis ils vont contribuer comme ça au développement de la localité. Le bon fonctionnement du marché à bétail de Malanville préoccupe les autorités de la commune. Ils ne ménagent donc aucun effort pour garantir la bonne marche de ces activités. Mesdames, Messieurs, prenons un coup de pause avant de poursuivre ce journal. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Les plus connaîtront encore de retard cette saison. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt ce qu'annoncent les prévisions météorologiques pour cette saison 2025. Selon les techniciens de Météo Bénin, les données disponibles ne sont pas favorables pour un démarrage imminent des pluies dans la commune de Malanville. Dans une émission spécialement dédiée au sujet, le chef service de la climatologie et de changement climatique à Météo Bénin, reçu sur Sota FM, expose d'entrée les paramètres qui déterminent la saison pluvieuse cette année. Écoutez Basile Akpovi. Quand est-ce que la saison va pouvoir prendre début? Quand est-ce que la saison va commencer au niveau de nos pays respectifs? Après le démarrage, au cours du démarrage, quand même, il y a des jours sans pluie. On appelle communément les séquences sèches. Nous arrivons quand même à déterminer, on prend la période la plus longue là, pour pouvoir dire que vraiment, à partir de cette année, le démarrage, la saison va pouvoir commencer telle fourchette d'hier là. Voilà, on aura des jours sans pluie. Nous déterminons ça parce que, et vous savez qu'une fois qu'on met les plantes en terre, il y a des périodes critiques que la plante a besoin de l'eau et nous, vu nos analyses, on opine sur ça pour dire que dès que la saison va commencer, au démarrage, voilà les poches de ce genre de jours que nous aurons à avoir sans pluie. Maintenant, le troisième paramètre, c'est la fin de la saison. La saison a bien commencé, nous sommes en pleine saison. Quand est-ce que la saison va pouvoir prendre fin? Nous arrivons quand même à déterminer la fin de la saison. Maintenant, à la fin de la saison, il y a éventuellement des poches de sécheresse encore, parce qu'on sait que la plante est à floraison, en phase de maturité, où elle a commencé par produire des trucs là. Il faudrait qu'on puisse évaluer son besoin en eau. Donc on essaie quand même de dire à peu près quels seront les jours sans pluie, la longueur, les périodes sans pluie en fin de saison. Le cinquième paramètre, c'est les cumuls pluviométriques. On essaie quand même les quantités de pluie, les quantités d'eau qui seront tombées tout au long de la saison. On essaie quand même de valider ça par rapport à une normale que l'Organisation météorologique mondiale a établie, et nous évaluons cette quantité de pluie là par rapport à cette normale pour voir ça serait plus beaucoup, moins ou bien pratiquement ce que nous observons. Le spécialiste évoque par ailleurs la période du démarrage de la saison pluvieuse cette année, puis la période de la fin de cette saison. Il annonce ensuite une bonne nouvelle pour la population de Malanville. Extrait de ses propos. Pour chaque année, sur 30 ans, on a établi une période de référence qui est recommandée par l'Organisation météorologique mondiale. Donc, en se basant sur cette période, et la fourchette, c'est entre le 9 et le 29 que la saison commence normalement pour ces régions-là. Cette année, avec nos analyses, nos prévisions ont révélé que la saison va commencer après probablement cette fourchette-là. Donc, c'est pourquoi vous allez constater qu'à mon avis, déjà, la pluie n'a pas encore démarré. Donc voilà. Donc lorsque la saison va démarrer, il y a des jours sans pluie. Lorsque la saison démarre, et sur les 50 prochains jours, on essaie quand même d'évaluer quelle est la période la plus longue qui compris entre ces jours-là pour voir les jours qu'on n'aura pas la pluie. Donc avec nos analyses, il a été révélé que dès que la saison va pouvoir commencer, cette période, les jours sans pluie là seront courts à moyen. Alors la période de la fourchette, c'est entre 10 à 13 jours. Entre 10 à 13 jours. Donc nos analyses ont révélé que quand même les jours sans pluie là seront moins légèrement égales à cette fourchette qu'on vient de dire là. Maintenant, la fin de la saison,
afin de quand est-ce que la saison va prendre fin. Et cette année, par exemple, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que le démarrage est un peu tardif, mais quand même, on va aller au-delà de la moyenne. Alors que la moyenne, c'est entre le 29 octobre, le 29 au 4 novembre. À présent, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Orucheou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce mercredi, une brouille au sein du parti FCB occupe la une de certains journaux. Suspension, démission, Alain Adiou fait la une de certaines publications ce mercredi. L'ancien ministre de Kérékou n'est plus membre du parti Foskori pour un Bénin émergent, introduit le télégramme. Le journal précise qu'il a rendu sa démission lundi 12 mai dernier. Quelques heures après avoir déposé sa lettre de démission, Alain Adiou s'est livré, d'après le Canard, dans un entretien où il revient sur les vraies raisons de son départ et réitère son appartenance à l'opposition. Le malaise, à en croire le démissionnaire rapporté par le télégramme, est né suite à une déclaration faite consécutivement à la sortie médiatique des forces politiques de l'opposition. Alors reprend Honoubo. Après sa suspension, Alain Adiou jette les courriers et laisse entendre que la FCB de Paul Onkwe prêche le faux et n'est pas la vraie opposition. Plusieurs autres membres du parti Foskori pour un Bénin émergent ont également jeté l'éponge, ajoute le journal. Pour Matin Libre, Alain Adiou confirme la thèse d'une opposition de façade avec la FCB. Ce n'est donc pas pour rien que le secrétaire exécutif national Paul Onkwe a à la limite offert le parti au chef de l'État en lui demandant des parrains pour que le parti ait son propre candidat en 2026. Analyse Matin Libre qui estime que c'est à croire que le parti FCB trouve son intérêt dans des initiatives solitaires qui, in fine, arrangent le pouvoir, comme ce fut le cas en 2021. N'est-ce pas cela une opposition de façade? S'interroge le Canard. En réaction, la boussole trouve plutôt Alain Adiou dans un engagement de façade mis à nu. Les grandes désillusions politiques ne surgissent pas du néant, elles mûrissent lentement, s'imprègnent dans le silence des absences répétées et finissent par éclater au grand jour lorsqu'un acteur en perte de cohérence dévoile malgré lui ce que son attitude dissimulait depuis longtemps, caricature le quotidien pour lequel le cas de Alain Adiou illustre cette mécanique. Après donc sa démission des Foskori pour un Bénin émergent, la boussole pressent son ralliement à la mouvance. Avis contraire avec le télégramme. La publication voit plutôt Alain Adiou en route vers le parti Les Démocrates après sa démission des Foskori pour un Bénin émergent. Et parlant des démocrates, ainsi dans la suite, Quotidien Nassera évoque les rencontres entre le président de l'ex-parti PRD et le président du parti Les Démocrates. Un balai de va-et-vient entre Adjina et Kadjeon focalise les attentions, observe la publication. La boussole parle d'un rapprochement entre Yahi et Ongweye, se demande si c'est une alliance sincère ou un nouveau marché de dupes. En attendant que mon confrère n'ait de réponse à sa question, ainsi dans le reste, Fraternité rapporte que le Bénin célèbre le retour sur son sol du Cataclé, un joyau emblématique de son patrimoine. Hier mardi, comme annoncé, le Cataclé est officiellement restitué au Bénin. Titre d'IB Info, appuyé par Bénin Intelligent et Quotidien L'Actualité qui certifie que le tabouret du roi Béanzin est désormais au bercail. Patrice Talon a reçu le Cataclé, écrit l'informateur, mais également Dabarou qui parle de restitution des œuvres conservées à l'étranger. C'est le 27e trésor royal restitué. Dénombre d'IB Info qui y voit une diplomatie béninoise en marche. La Nouvelle Tribune n'en dira pas le contraire lorsque le journal célèbre le retour au Bénin de la 27e œuvre royale pillée par le général Doss et laisse lire en une que le Cataclé revient après 133 ans d'exil. Une œuvre en plus, de mieux en mieux, renchérit Fraternité. Pendant ce temps, dans les pêle-mêle, fait insolite, le télégramme rapporte qu'un homme a comparu hier mardi 13 mai devant le tribunal de Cotonou pour avoir mangé sans payer. Cet homme s'est retrouvé en prison. Le journal relate que le prévenu s'était rendu dans un hôtel à Cotonou. Il a commandé un repas copieux, pizza, poulet, billets et autres. Et au moment de régler la facture, il affirme avoir perdu son porte-monnaie. Rapporte mon confrère qui chiffre la note
brut à 23 900 francs CFA. La direction a aussitôt fait appel à la police. Le mis en cause a été interpellé, informe le journal qui souligne qu'à la barre, il a reconnu les faits et le ministère public a requis 6 mois d'emprisonnement avec sursis. L'hôtel pour sa part ne réclame plus rien. Le juge a confirmé le mandat de dépôt délivré à l'encontre du prévenu. Le délibéré est attendu le 3 juin prochain. Détaille le quotidien qui résume en titre que pour avoir mangé sans payer, un homme se retrouve en prison. Sans commentaire dans les dernières secondes, Dabarou et Daïbi Info pleurent le décès de Richard Komidafia, ancien CRAC zone nord. Énième décès dans le monde des médias. Ça triste Daïbi Info qui se lamente que l'ancien chef antenne de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC du Borgou, puis récemment à Natitengou, s'est éteint. Paix à l'âme de Richard Komidafia, repos éternel. Ainsi va la vie. Et ainsi va également l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Ainsi se referme ce journal parlé. À la présentation, je suis Dorcas Orisha et j'ai bénéficié de l'appui technique de Aboubakar Doko. Zouki Filulona a assuré l'édition. Tout juste après nous, suivez la chronique de Alassane Sanibio. Bonne suite de journée à chacun. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Le destin du salarié. Nous savons tous que le salarié dans nos contextes africains n'est jamais riche. Il n'est pas non plus épanoui, sauf si à côté du salaire, il développe ses propres business. Cela concerne en grande partie les salariés de la majorité des structures privées, surtout au Bénin. Je ne dis pas que ceux des structures étatiques en sont épargnés, mais le secteur privé inquiète plus. C'est là que l'emploi est beaucoup plus précarisé. L'employé qui y travaille est le dernier à payer son loyer s'il est en location, parce que son salaire tombe généralement en retard. C'est lui qui est le champion en titre des prêts dans le quartier. Il a du mal à pouvoir réaliser sauf s'il développe d'autres stratégies de mobilisation de ressources. Le souci est son mitoyen. Bref, ce sont ceux qu'on appelle intellectuels qui exercent généralement ces emplois mal rémunérés parce qu'ils ont des diplômes et donc ils cherchent du travail chez quelqu'un. Alors que la dame qui vend de l'igname frite dans la rue fait en une semaine de bénéfices égal à son salaire mensuel malgré ses hautes études. Celle qui vend de tomates au marché réalise ses projets en premier. Le mécanicien ou le menuisier, toujours sale, fait normalement sa vie comparativement à Akawe qu'il est. Malheureusement, c'est ce système de dépendance qui est développé dans nos pays. On n'aime pas entreprendre parce qu'on a peur d'échouer, alors que l'échec fait partie du parcours du succès. Et donc, chaque année, des diplômés sortent des universités et se contentent du peu que les parents continuent de leur donner à la maison. On estime qu'il n'y a pas de travail puisqu'on guette une offre d'emploi qui risque de retarder son évolution sociale. Quand les gouvernants disent qu'ils créent des conditions pour faciliter l'auto-emploi, on pense qu'il s'agit forcément de l'emploi bureaucratique. On s'y engage sans précaution et on déchante. C'est ce qui fait que des entreprises naissent et disparaissent. Du coup, on diabolise l'auto-emploi parce qu'on n'a pas pensé faire une activité qui n'a rien à voir avec notre diplôme ni notre niveau d'études, alors que cela pourrait être une porte de sortie. Même si nous n'avons pas de statistiques officielles, on peut quand même dire sur la base de ce que nous voyons que la majorité des riches au Bénin ne sont pas des docteurs ou des universitaires. Ce sont des gens qui n'ont pas fait de hautes études. Pourtant, ils sont des rois, parce qu'ils ont refusé d'être salariés.
jamais un salarié ne peut arriver à leur niveau d'aisance. Il est vrai que tout le monde ne peut pas créer son propre business, vu qu'il faut des gens pour faire tourner les affaires de ceux qui en ont créé. Mais cela n'est pas une excuse pour accepter le destin du salarié. Le salarié, c'est celui-là qui n'est jamais en sécurité. Il peut perdre son emploi à tout moment. Les conséquences, vous les connaissez. C'est pourquoi les jeunes ou nouveaux salariés dans le contexte actuel ont le devoir de développer d'activités parallèles pour pouvoir se sécuriser. Certains l'ont compris, mais d'autres traînent les pas. C'est risqué, surtout au regard des contraintes économiques de la vie d'aujourd'hui, où le salaire ne peut plus rien faire. D'autant plus que beaucoup d'entreprises n'arrivent même pas à respecter le SMIC fixé par l'État. À plus forte raison, rémunérés à un niveau suffisant. Ce n'est pas de leur faute aussi. C'est une contrainte générale. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a